Peut-être avant de vous parler de financiarisation de la nature, dire qu'il y a quand même des similarités, des similitudes, pardon, entre ce que Guillaume vient de nous raconter sur ce qui s'est passé à la COP 27 et ce qui est en train de se passer à la COP 15 sur la biodiversité à Montréal. Pourquoi? Bah, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on le sait pertinemment, la biodiversité et le climat sont liés. Or, tout le monde l'a dit à Sharm el-Sheikh et finalement, ça ne se retrouve pas dans le texte de la COP. Alors qu'on sait très bien, évidemment, que le dérèglement climatique accélère la disparition des espèces, mais aussi que si on n'arrive pas à préserver nos sols, nos forêts, nos végétaux, et évidemment nos mers et nos océans, alors on ne sera pas capable de toute manière d'absorber le carbone nécessaire à la lutte contre le dérèglement climatique. Donc les deux sont liés et c'est vrai que l'un des enjeux, c'est de réussir à le reconnaître dans le droit. Et donc ça touche des tas de choses, on pourrait en parler à d'autres moments beaucoup plus longuement, mais par exemple quand on va dessiner les obligations de transparence et de reporting des entreprises, le plus facile à faire, c'est le calcul du CO2. Et encore, on a vu avec le rapport de Greenpeace sur les calculs de CO2 total que c'était pas si évident que ça. Mais par contre, les questions de biodiversité viennent plus tard et sans être liées dans la manière dont c'est construit avec l'enjeu climatique. Et on le voit aussi avec les textes sur les énergies renouvelables qui sont discutés en ce moment à la fois au Parlement européen et à l'Assemblée nationale. Euh, L'autre élément important, c'est évidemment la question du partage financier de l'effort, on va dire, et du dédommagement et en réalité de la réponse par les pays occidentaux plus longuement pollueurs à leurs dettes climatiques et environnementales. Et donc là, on a eu, je crois que c'est Julie qui a envoyé dans le chat un petit mot pour dire les délégués des pays en développement ont claqué la porte des négociations. Et c'est vrai qu'il y a une demande de 100 milliards de dollars, ce qui est pas si énorme que ça, on le sait. Les sommes qui sont demandées n'ont rien à voir avec les sommes qui seraient réellement requises sur le terrain. Et des pays occidentaux qui, de la même manière qu'ils ont refusé de mettre la main au pot à Sharm el-Sheikh, refusent aujourd'hui à Montréal de mettre la main au pot et de reconnaître que depuis la colonisation, ça a été les pays occidentaux qui ont le plus largement été à l'origine de la destruction de la biodiversité. Le débat, il est à la fois extrêmement vieux, ce débat-là, et à la fois il prend ces dernières années des proportions beaucoup plus importantes. Vous entendez certainement de plus en plus, à la fois dans les débats politiques, dans les hémicycles, mais aussi dans les médias, que la France, c'est 1% des émissions de CO2 au niveau mondial, et le récit selon lequel nous ne devrions rien faire et qu'il faudrait laisser les autres agir, puisque c'est à eux de préserver la biodiversité qui est sur leur sol, de lutter contre le dérèglement climatique, parce que voilà, l'Inde, la Chine en particulier sont encore dans le charbon, etc. Et un discours qui rayonne de plus en plus. Face à ça, nous, les écologistes, on a le devoir à la fois de rappeler cette responsabilité vis-à-vis de la dette qui est la nôtre, celle des pays occidentaux, à l'égard de l'ensemble des autres pays, de rappeler aussi qu'on est très loin de l'exemplarité qu'on revendique. C'est vrai, sur les émissions de CO2, on a, si on compte les émissions indirectes, à peine réduit nos émissions de gaz à effet de serre au niveau européen depuis 1990. Et c'est la même chose du côté de la biodiversité, puisque la nature en Europe est dans un état extrêmement faible. On appelle ça les états défavorables, mais quand on regarde du côté des sols, où on peine à créer les outils nécessaires pour analyser l'état de nos sols, du côté des forêts, où ça avance, mais enfin c'est encore compliqué. Du côté des eaux, on est très très loin d'un état favorable de conservation. D'ailleurs, donc je suis désolée parce qu'on a des débats de groupe extrêmement importants ce soir, et j'aurais aimé donner la parole à Caroline, mais elle est en groupe, elle tient, et puis moi, j'y retournerai après. Mais Caroline travaille énormément sur la protection des aires protégées. Alors, sur la protection des aires marines, pardon. Mais la question de la financiarisation, elle peut pas se comprendre si on comprend pas l'ensemble des objectifs qui sont ceux de Montréal. Et je crois qu'on y reviendra. Il y en a plusieurs. Je crois que vous entendez beaucoup parler et c'est un petit peu l'objectif le plus fort en termes de communication parce qu'il est simple de dire on veut 30% d'aires protégées, d'aires terrestres et d'aires marines qui sont protégées. Alors évidemment, il faudrait encore atteindre cet objectif. Il n'est pas encore atteint aujourd'hui dans les discussions à Montréal. Alors on pourrait penser que c'est extrêmement simple et que c'est d'autant plus simple qu'en fait, dans la réalité, ces aires protégées sont ce qu'on appelle de papier.
Claire Nouvian et Caroline Rose ont beaucoup communiqué ces derniers temps sur la façon dont les aires marines protégées ne l'étaient en réalité pas. On a même des chiffres qui montrent que, au large de la France, on pêche plus, que dis-je, on surpêche plus que dans les aires non protégées. Donc évidemment, la question de la qualité de la protection qu'on met derrière ces termes est aussi l'objet de discussion. Et cette fois à Montréal, non pas en ce qui concerne le milieu marin, mais le milieu terrestre, quoique ça pourrait s'appliquer aux deux, il y a une discussion pour permettre les activités minières et extractives dans ces fameuses aires protégées. Donc c'est pour vous dire, on en est là, et donc on en est loin. Et en réalité, comme à chaque fois, c'est comme les objectifs de lutte contre la pauvreté, de lutte contre la faim, etc. Derrière de beaux objectifs chiffrés, il faut évidemment aller voir le contenu de l'accord. Il y a un élément qui est éminemment important pour les écologistes et qui répond aussi à ce que soulevait Guillaume, qui est la question de quelle protection des droits humains à l'intérieur de ces aires protégées. Et Guillaume Blanc et d'autres historiens l'ont bien montré ces dernières années, de la même manière que Survival International. On a eu un problème. Donc, je reviens à cette question de colonisation qui est cruciale quand on parle de protection de la biodiversité. On a un élément qui est éminemment central parce que de long terme, l'Union européenne, les États-Unis, surtout en fait en réalité l'Union européenne dans la roue des États-Unis, ont construit des parcs naturels, des aires. C'était l'idéologie, l'imaginaire de la wilderness, de ces espaces de nature sans être humain qui justifient dans la réalité que l'on exploite, que l'on expulse, et parfois même que l'on harcèle, que l'on menace, que l'on tue des êtres humains qui vivent dans ces espaces que l'on veut supposément protéger, et pourtant des populations qui ont eu depuis toujours, en réalité, des pratiques d'interaction avec la nature qui ont préservé les écosystèmes dans lesquels ils étaient présents. Évidemment, si on aboutissait à la protection de 30% des aires sans aucune protection des êtres humains, et en particulier, évidemment, des peuples indigènes et autochtones et des communautés locales derrière, eh bien, on n'arriverait à rien avec, en plus, ce que souligne Guillaume Blanc, le fait que même quand on a des procédures dans la loi légale de consultation de ces populations, eh bien, parfois, pour des raisons extrêmement différentes, soit effectivement de menaces, soit de corruption ou autre, on a une acceptation par les populations de ce qui est mis en œuvre. Pourquoi je vous parle de ça? Pour vous amener sur la question de la financiarisation. Eh bien parce que quand on se dit on va protéger 30% des aires, la question derrière, c'est qu'est-ce qu'on fait des 70% restants? Donc il y a la première question, qu'est-ce qu'on met dans ces 30%? Et la deuxième question, qu'est-ce qu'on fait des 70% restants? Parce qu'on sait très bien que si on arrive à protéger les espèces sauvages, et d'ailleurs on sort d'une autre COP, qui était une COP sur le trafic des espèces, mais on sait très bien, dans lequel l'hippopotame, qui est sur la route de l'oléoduc COP, là encore tout est lié, n'a pas été intégré. On ne va pas protéger plus l'hippopotame qu'on ne le protégeait hier. Bon, ceci mis à part. Mais bon, donc on regarde, finalement, c'est 100%, plus 30 plus 70, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, pour le protéger, l'Union européenne, cette fois, qui a l'habitude, quand elle ne parvient pas à trouver d'accord politique sur des décisions réglementaires, légales, sur des lois, sur des obligations, eh bien, elle sort toujours de son chapeau le marché. Ce fameux libre marché qui est censé tout résoudre, répondre à toutes les préoccupations, qu'elles soient humaines et sociales, qu'elles soient celles du plafond que constituent les limites planétaires. Le libre marché doit tout solutionner, et également les désaccords politiques qu'il peut y avoir entre des États ou des ensembles d'États qui n'arrivent pas à tomber d'accord sur à la fois des objectifs concrets et les manières de les mettre en œuvre. Et donc la Commission européenne, elle a inséré depuis plusieurs années et de manière beaucoup plus forte ces dernières semaines, ces derniers mois, dans ces textes et ces prises de position pour la biodiversité, l'idée de solutions fondées sur la nature. De très beaux termes que parfois nous, en tant qu'écolos, on a envie d'utiliser. Et d'ailleurs, assez naturellement, on utilise parce que nous aussi, on pense que plutôt que les bassines, il faut des solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire le fait que l'eau puisse repénétrer dans les nappes phréatiques. Bon, en fait, ces termes-là, ils ont été, comme Macron nous montre si bien que les libéraux savent le faire, repris en main par les capitalistes, par les libéraux, qui, en réalité, cachent derrière ces si beaux termes une volonté de financiariser
l'ensemble du vivant, on repousse encore les limites, les frontières de la financiarisation et on va aller financer tous les écosystèmes. Alors, qu'est-ce que ça pose comme problème? Le premier, c'est que, ça repose sur l'idée qu'il faudrait qu'on pourrait compenser la destruction de la biodiversité. Donc, c'est Total qui, quand il quand il ouvre de nouveaux puits pétrogaziers, alors qu'on sait très bien qu'il faut arrêter d'en ouvrir de nouveaux, va aller acheter des terres au Congo et planter là-bas des plantation d'arbres, évidemment, monoplantation, et puis va dire, moi, j'ai compensé les écosystèmes que j'ai pu détruire à travers les émissions de CO2 ou à travers mes exploitations d'extraction et de transport de gaz ou de pétrole par un autre écosystème. Or, tout le monde le sait, les écosystèmes ne sont pas substituables. On ne peut pas compenser la destruction et la disparition totale des flamants roses par une plantation d'eucalyptus. Ça n'a absolument aucun sens, d'autant plus que si on détruit complètement un écosystème, c'est irrémédiable. Alors que si on va planter une forêt quelque part, on le sait, on peut n'avoir que quelques mois avant que cette forêt parte en fumée. Et donc, en fait, la compensation qu'on aura réalisée aura été temporaire. Donc, dans la réalité, on ne peut pas compenser. Et c'est pour ça que dans la loi française ERC, éviter, réduire, compenser, le compenser arrive en troisième. Et que dans le cadre du préjudice écologique, on a dit d'abord en nature, puis en monnaie, parce que derrière cette idée de la compensation se cache évidemment la marchandisation du vivant dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, l'idée de la marchandisation du vivant, c'est aussi que non seulement ces écosystèmes qu'on ne peut pas vraiment comparer, en fait, pour compenser, pour effectuer la manipulation de compensation, on va le décomposer en unités comparables et échangeables, c'est-à-dire en unités monétaires. Et donc, en juin 2021, la Commission européenne a évalué les principaux services environnementaux en Europe. Donc, ils ont dit que ça valait 234 milliards d'euros pour l'année 2019. Bon, soit. Mais en fait, on va aller donner des prix. Alors, il va y avoir les prix de départ qu'on va estimer. Bon, la vie n'a pas de prix. Donc, voilà. Mais il y a une espèce d'évaluation de cette vie-là. Et puis, évidemment, ça va être mis sur un marché. Donc, les entreprises vont pouvoir acheter ou vendre ces unités de compensation. Et puis derrière, bien sûr, c'est de la titrisation, c'est de la finance toxique, c'est un échange, c'est la fixation du prix par rapport à l'offre et la demande. Et donc, on artificialise plus encore une valeur qui était déjà au départ mal fixée parce que tout simplement infixable. Donc, contre cette vision de la marchandisation de la nature, évidemment, ce qu'on peut opposer, c'est la force des droits. Je dis des droits parce qu'il y a à la fois les droits de la nature en tant que tels, et puis évidemment les droits environnementaux des êtres humains. On a parlé tout à l'heure de la reconnaissance du droit à un environnement sain qui fait effectivement son chemin à la fois aux Nations Unies, mais aussi dans nos cours. Et pour ne parler que de la France, on a eu cet été une décision du Conseil d'État et une décision du Conseil constitutionnel qui reconnaissent enfin la validité et même la valeur constitutionnelle du droit à un environnement sain. Donc maintenant, il faut qu'on s'en saisisse pour aller chercher ce que ça veut dire, etc., et le décliner en politique publique. Il y a encore pas mal de travail, mais en tout cas, c'est vraiment un sujet qui avance. Mais donc, sur les droits. Et les droits de la nature en particulier. Or, que fait l'Union européenne aujourd'hui? Non seulement à Montréal, elle promeut l'exploitation minière dans les aires protégées dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais en plus de ça, elle se bat non pas contre un article opérationnel, mais contre un considérant qui indique que le mouvement des droits de la nature est en pleine émergence à travers la planète et que c'est une piste pour pouvoir trouver des solutions réglementaires, législative en termes d'obligations, de droits et de devoirs, plutôt que d'aller vers une nouvelle marchandisation et financiarisation, ce que pousse l'Union européenne aujourd'hui à Montréal. Donc, c'est un combat qui est en cours, qui est vraiment important. Rien n'est joué encore. Évidemment, il reste quelques jours avant la fin de la COP. Pour l'instant, ces solutions fondées sur la nature sont dans le texte, tandis que la partie sur les droits de la nature est en danger. On peut se mobiliser pour aller dans cette direction-là. On a fait, donc avec Philippe, ce dont a parlé Françoise, une tribune qu'on a publié, je vais vous en remettre le lien après si personne ne le met entre-temps dans le chat. C'est consécutif aussi à une étude que nous avions commandée et publiée l'an dernier pour attirer l'attention du Parlement sur ce sujet.
il pourrait y avoir, si ça se concrétise, évidemment, des mesures de damage control pour essayer de faire en sorte que ce soit pas si catastrophique que ça, et qu'on puisse empêcher trop de financiarisation, etc. Bon, mais le mieux, c'est vraiment d'éviter cette décision-là. C'est des décisions qui sont prises dans l'atmosphère, c'est tellement loin de nous, évidemment, qu'on a du mal à bloquer ce type de décisions qui sont pourtant vitales pour l'ensemble des écosystèmes autour de la planète. Mais en tout cas, la bataille n'est pas terminée. Et puis, évidemment, derrière se cache le combat de la reconnaissance de l'écocide, qui est là aussi un combat qui avance beaucoup, notamment au sein du Parlement européen, mais sur lequel on va continuer à se battre. Avec Caroline d'ailleurs, et puis avec d'autres, et puis un combat aussi à mener au niveau national. En tout cas, c'est absolument essentiel qu'on continue à se bagarrer pour que l'interaction entre les différentes limites planétaires, les différents écosystèmes et éléments qui composent notre monde, notre planète, soit effectivement protégée en étant mis en lien et qu'on reconnaisse enfin notre dette vis-à-vis des pays, des populations des pays en développement, vis-à-vis des générations futures et aussi vis-à-vis du vivant non humain, parce que on a une dette conséquente dans ces trois domaines.